Voilà, ben, je suis très heureux à mains égards de me retrouver parmi vous. Et je pense que ça pouvait en valoir la peine. Euh, Depuis 2 ou 3 ans, avec les encouragements de Dominique Collard et avec Pierre Messin, nous sommes très étroitement préoccupés de ce que l'on appelle le groupe de Normandie, depuis d'ailleurs peu de temps. Le titre de groupe de Normandie, pour un certain monnayage, n'appartient pas beaucoup à la doctrine. Je crois qu'il est bon de rappeler peut-être initialement que jusqu'à une date très récente, pour ne pas dire une date presque actuelle, l'origine du micro, l'origine du monnayage gaulois se situait approximativement dans la première moitié du IIIe siècle, au prix des imitations des statères macédoniens de 4 ateliers de Lampsaque, Abydos, Pella et Amphipolis. Et disons que les premières imitations ont été considérées jusqu'à présent comme les seuls prototypes des monnayages gaulois qui vont s'en suivre. Depuis peu de temps, depuis très exactement 1973, l'on s'est avisé qu'un ensemble de types monétaires dans l'Ouest couvrant à peu près l'actuelle Normandie était fort original et posait pas mal de problèmes. Colbert de Beaulieu, une fois de plus, a considéré que les séries monétaires taillées sur le pied de l'hémistatère et attribuées par les anciens auteurs à l'actuelle Normandie, la basse vallée de la Loire, constituaient un ensemble spécifique. Et Colbert eut l'intuition, il eut beaucoup d'intuition qui était quelquefois meilleure que ces grandes règles. Il eut l'intuition, malgré sa théorie d'hégémonie du monnayage moderne, que les monnaies qu'on va appeler bientôt groupe de Normandie étaient antérieures à moins 121. Moins 121 était la date fatidique de la chute du roi Bitouitos et du succès des Romains qui mit fin à l'Empire arverne. Et pour Colbert de Beaulieu, je rappelle simplement pour mémoire que c'était une date fatidique, puisque c'est à partir de là que, selon lui, les peuples avaient pris l'initiative de leur monnayage en Gaule. Il eut l'intuition que cet ensemble était spécifique et qu'il pourrait être antérieur à moins 121. Malheureusement, Colbert n'avait pas les moyens de dire pourquoi. Il faut attendre 1994 pour que notre collègue britannique de Jersey, dans son ouvrage, mette en évidence l'homogénéité de certains types et en désigne précisément 3 pour en faire ce qu'il appelle de lui-même le Normandy Group. Et il conclut son chapitre en précisant qu'il s'agissait de coins of the first phase. Il eut l'initiative, également sans dire comment ni pourquoi, que le matériel était plus ancien qu'on se l'imaginait jusqu'à présent. Il faut dire qu'au pied de l'ancienne théorie, les hémistataires de Normandie étaient tout simplement des avatars plus ou moins tardifs de l'imitation du statère d'Abydos, celui qui porte l'épi de blé qu'on retrouve sur main successeur. Et de la sorte, ces hémistataires qui étaient nombreux et qui, on va le voir, étaient considérés comme monnayage unique dans toute une région, n'étaient que des succédanés, des ersatz, des anciennes imitations de Philippe, qui correspondaient en gros à la division qu'on trouvait déjà dans le monnayage grec. Les mystataires étaient également connus. À la suite de cela, d'autres séries vinrent s'ajouter à celles que citait de Jersey et qui étaient seulement au nombre de 3, les plus connues, celle au glaive, celle à la lyre et celle à l'oiseau. Il faut bien comprendre qu'initialement, le prototype était tout à fait clair, une tête apollinienne, un profil apollinien lauré ou non lauré au droit, et le bige conduit par un aurige, à figure tout à fait classique,
avec 2 chevaux, la ligne de terre et la légende de Philippe. Ça, c'est en quelque sorte la première imitation du prototype grec. D'autres séries d'hémistataires spécifiques sont venues s'ajouter aux précédentes. Cela, dans les années 2004-2005, beaucoup de trouvailles avaient été faites et on les retrouve dans le tome 1 du Nouvel Atlas. C'est en 2012 que Pierre-Marie Guillard, dans son ouvrage, dans sa thèse, consacre une part importante dans son travail sur les monnaies gauloises de la basse vallée de la Seine, qui était spécifiquement l'objet de son étude. Après avoir précisément répertorié toutes les données connues de lui, Guillard analyse tour à tour chaque élément constitutif du groupe de Normandie, dont la réalité s'imposait désormais, et ainsi furent prises en compte des séries rattachables au système de l'hémistataire tenues pour unité de référence. C'était en quelque sorte la première fois qu'un auteur parlait d'unité de référence sur une source qui n'était pas directement la copie du statère d'Abydos, n'est-ce pas, du statère macédonien. Grâce à Pierre-Marie Guillard, on a, dès cette époque, un nombre important d'analyses pondérales, d'analyses typologiques qui mettent en évidence des similitudes précises, nombreuses et cohérentes, de thèmes et de motifs iconographiques, et enfin la circulation monétaire dans une zone bien définie de l'étalon stataire. Cette zone bien définie ressemble d'ailleurs fortement à ce que notre collègue et ami Jean-Marc Doyen appelle un méga-contexte, et tout autre chose d'ailleurs que les fameux contextes dont parlent certains milieux politico-administratifs de la numismatique, en essayant de poser le principe que toute monnaie qui n'est pas trouvée en contexte n'a aucune valeur, ne mérite pas d'être considérée et ne présente pas d'intérêt scientifique. Nous verrons ce qu'il faut penser de cette affirmation tout à l'heure. Donc, à la suite de ces 3 approches, s'est imposée la connaissance approfondie d'un matériel plus abondant qu'il n'y paraissait, et l'on a pu enrichir l'étude du groupe de Normandie et en proposer, dans toute la mesure du possible, dans un cadre mieux défini, une vision typo-chronologique qui sera un peu l'objet, qui sera essentiellement plutôt l'objet de notre exposé. Nous allons d'abord aborder le problème de la recherche d'une typo-chronologie du groupe de Normandie. La zone de l'hémistataire, caractérisée par un faciès monétaire très homogène sous bien des aspects, comporte pourtant de nombreuses séries, classes et variétés au sens de Colbert, qui ne peuvent séparément faire l'objet d'études significatives quant à la chronologie générale du groupe. On vient de rappeler que la plupart des monnaies étudiées et publiées proviennent essentiellement de ramassages de surface et que les références que l'on peut qualifier de contexte archéologique sont très rares. C'est pourquoi il nous a paru opportun de rechercher les principaux types iconographiques bien déterminés et suffisamment représentés pour s'inscrire dans une durée pouvant comporter des étapes chronologiques assez nettes. C'est ce que j'appellerais les jalons de datation. Il est bien évident que rares sont les monnaies du groupe de Normandie qui ont été trouvées dans des contextes déterminants. On a ignoré longtemps certains de ces contextes. Je me référerai aux 2 principaux. Mais de là à prétendre qu'on ne peut pas dater les autres, c'est une erreur assez fondamentale. Il est maintenant possible en numismatique gauloise de dater assez précisément à peu près tous les types grâce à ce que j'ai pu appeler les jalons de datation. On connaît dans un groupe numismatique donné les conditions dans lesquelles certaines monnaies ont été trouvées. Et de fil en aiguille, en cherchant les antérieures et éventuellement les dérivés, on arrive à obtenir la typochronologie d'une série assez complète. Et nous allons, pour établir la réalité du groupe de Normandie, essayer d'en définir 2 ou 3. Ensuite, sur le mot typochronologie, nous avons le mot type que nous avons utilisé pour définir les regroupements d'hémistataires et de quarts offrant à peu près les mêmes compositions générales
c'est-à-dire un profil apollinien lauré ou non lauré, au droit et le bige au revers, avec son orige, sous la ligne de terre, un simulacre de la légende Philippe qui dégénère d'ailleurs assez vite et qui n'est pratiquement plus lisible et qui se réduit à des petits motifs décoratifs, mais qui sont très symptomatiques de l'origine de la monnaie. Rappelons en dessin que des essais de datation de certaines séries représentatives du groupe de Normandie étaient aussi vagues qu'inconsistants jusqu'à ce que Philippe de Jersey en proposa l'apparition dans une first phase qu'il situait au cours et à la fin du deuxième siècle, de la fin de la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Philippe de Jersey n'avait pas dit précisément pourquoi, mais situait déjà, disons, dans la deuxième moitié du IIIe siècle, l'apparition de ces hémistataires du groupe de Normandie. Depuis lors, des données nouvelles et plus précises sont venues éclairer assez précisément la chronologie de plusieurs types du groupe de Normandie et permettent de remonter dans le temps l'apparition d'émissions monétaires fondées sur l'étalon hémistataire. Alors à ce propos, il est intéressant de rappeler que Guillard, dès 2012, dans son ouvrage, avait bien précisé que le caractère principal des monnayages en or de la basse Seine était homogène. Il n'y avait pas de variété de référence d'origine. On a trouvé très peu ou pas de statères ou d'imitations de statères d'Abydos à l'ouest de la vallée de la Seine. C'était toujours des hémistataires et la variété de type d'hémistataires avait été soulignée. Alors, il est indispensable pour bien fixer les idées sur ce jalon qui est essentiel, à mon sens, de parler du site de Ribemont-sur-Ancre. Ribemont a été en fait la première étape qui a permis de commencer à dater les hémistataires en apportant un lot très important trouvé dans un milieu parfaitement homogène, qui n'est pas stratigraphique, mais qui est tout à fait homogène, puisqu'il s'agit d'un charnier de plus de 200 squelettes décapités à la mode gauloise, qui avait été installé à cet endroit. On l'a baptisé de trophée. En fait, c'est un dépotoir, ce n'est pas un trophée, avec tout leur armement, éventuellement leurs bijoux et un certain nombre d'objets qui étaient précisément datables. Voilà en quoi consistent 12 des 14 hémistataires et divisions, ils connaissaient le quart également, qui ont été trouvés dans le charnier de Ribemont, mais au cœur même du charnier, c'est-à-dire à l'endroit précis où les squelettes qui étaient encore en état de connexion quand on les a fouillés reposaient et à plat sur le palais au sol. Deux autres ont été trouvés un peu à l'extérieur, mais datent de la même période, puisque l'un d'entre eux était lié à l'une de ces pièces sur une liaison de coin. Alors, on remarquera qu'à peu près tous ces hémistataires sont en or bas. La couleur est un peu déformée sur le cliché, mais c'est un alliage qui, depuis maintenant presque 30 ans, n'a pas fait l'objet d'une étude. Ces hémistataires sont déposés dans le fond du musée d'Amiens actuellement, ça aurait été pourtant bien utile, mais on voit rien qu'à la couleur du métal et à son aspect qu'il s'agit d'un alliage où l'or est bien sûr existant, mais pas dans une proportion considérable. Ces hémistataires rappellent dans une large mesure l'origine d'Abydos, l'origine des zones du statère et des zones de l'hémistataire est commune, je le rappelle, c'est essentiellement le statère grec d'Abydos, c'est aisément reconnaissable, mais plusieurs éléments de pur art celtique se trouvent notamment au revers des pièces considérées. Vous avez par exemple dans le numéro 1, je le vois mal d'ici, le numéro 2, vous retrouvez un peu différent le portrait apollinien, mais de l'autre côté, vous avez un bige
l'aurige à figure humaine et le bige surmonte un glaive gaulois particulièrement typique. C'est le fameux glaive à garde anthropomorphe qu'on retrouve au IIIe siècle de l'Atlantique jusqu'en Ukraine. C'est un outil particulièrement bien datable et précis. Et ces 12 pièces avaient l'avantage immense de pouvoir être datées assez précisément, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, sous la responsabilité de notre ami Gérard Fercoq du Leslie, qui a publié avec moi-même dans un des cahiers, je crois que c'est le cahier 217 de mémoire, mais oui, c'est le cahier 217, une sorte d'historique de la fouille de la partie latinienne de Ribemont-sur-Ancre et de tout ce qui pouvait concerner le charnier. Et les analyses qui ont été faites concordent toutes, bien qu'il ait pu y avoir quelques dépôts d'armes successives correspondant à des engagements militaires eux-mêmes regroupés dans une période d'une dizaine d'années, puisque certaines des monnaies qui sont là présentent des identités de coins de revers avec d'autres monnaies qui proviennent de plusieurs coins du charnier qui ne sont pas forcément très proches. Alors, il faut simplement savoir que l'armement est essentiellement datable de la fin de la première moitié du IIIe siècle, mais que les ossements qui ont fait l'objet d'un ouvrage important par un médecin légiste d'Amiens ont été soumis à différentes analyses et que le carbone 14 a révélé une date moyenne, plus ou moins 20 ans, de moins 240, ce qui est quand même assez précis. On a donc en main le premier jalon extrêmement important, jalon de datation, qui permet d'afficher la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ pour l'apparition d'une partie de ces hémistataires, celles qu'on connaissait, il y en a eu bien d'autres depuis. Mais on avait une date assez précise, à la fin de la première moitié du IIIe siècle, mais qui permettait de remonter d'un demi-siècle ce que la doctrine avait prétendu jusqu'alors. C'était déjà très important. Parmi un ensemble très homogène d'hémistataires au glaive anthropomorphe, comme les deux premiers que vous voyez là-haut, considérons le type dit de Lugus aurige. En effet, là, c'est... merci. Là, voilà les deux pièces qui viennent du charnier de Ribemont. Vous voyez mal, mais vous voyez quand même que l'aurige a pris figure humaine. Mais on a retrouvé depuis, dans un contexte peut-être numismatique sans plus, dans les environs de Brionne et aussi dans les environs d'Évreux, un certain nombre, peu important mais précis, des pièces du premier type. Vous considérez que l'aurige est un lugus absolument monstrueux, avec un bec de rapace, une queue de poisson, ce qui est assez rare, mais c'est un motif essentiellement celtique qui va parer, en plus du glaive à poignée anthropomorphe, une pièce qui est forcément datable de façon plus ancienne que les exemplaires dérivés qu'on a trouvés à Ribemont et qui, nous allons le voir tout à l'heure, est un thème purement celtique qu'on retrouvera très atténué par la suite. Cette pièce est très importante puisqu'elle pèse, 4 grammes, 4 grammes 20, environ 4 grammes 20, c'est-à-dire presque la moitié du poids précis de 8 grammes 60 qui est celui du stataire d'Abydos, c'est important. Et surtout, elle est en or exceptionnellement fin, puisque l'analyse métallique de l'une de ces pièces a révélé un taux de 94%, ce qui peut les donner à penser qu'il s'agit carrément d'or fin, c'est-à-dire d'or natif. On avait donc de bonnes raisons de se servir du jalon de Ribemont pour remonter encore la date de l'apparition des hémistataires du groupe de Normandie, connaissant les caractéristiques du stataire au lugus rapace qu'on voit tout en haut, mais nous y reviendrons tout à l'heure avec plusieurs monnaies du même type et de même coin de droit. Alors, ce jalon permet de remonter dans le temps de plusieurs décennies,
il est important. Combien, je n'en sais rien, mais un certain temps quand même, et j'en veux pour preuve certaines monnaies qu'on a trouvées où l'orige est déjà humanisée, a déjà pris figure humaine. C'est toujours Lugus, comme on va le voir sur un quart de statère qui a été trouvé à Vernon, et que voilà, et qui est plus léger, qui fait moins de... Pardon, c'est un quart de statère, il fait moins de 2 grammes, il est donc d'un poids inférieur aux monnaies dites de la région de Brionne, aux monnaies pour moi les plus anciennes. On retrouve l'orige avec les 3 doigts de Lugus assez précisément sur le cheval. On retrouve très bien le glaive anthropomorphe, la ligne de terre et les résidus de la légende de Philippe au revers, et on retrouve également le glaive anthropomorphe au droit de la pièce sous le portrait. Et il est bien évident que cette pièce est une dérivée de l'hémistataire au Lugus orige que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est encore en bon or. Elle est encore en bon or et disons de très meilleure qualité de style que les monnaies de Ribemont. Elle pourrait marquer un jalon entre le point de départ de cette série monétaire et le point d'arrivée de la série de Ribemont-sur-Ancre, qui lui est daté, c'est-à-dire une fourchette qui, à mon sens, peut aller du tout début du IIIe siècle jusqu'au milieu, jusqu'à la première moitié, à la fin de la première moitié du IIIe siècle. Moi, je pense que les monnaies de Ribemont sont plus anciennes que le dépôt du charnier. Leur état laisse apparaître un frais assez considérable et certaines de ces monnaies ont beaucoup circulé et sont en mauvais état. Donc, la frappe des monnaies du charnier de Ribemont est certainement plus ancienne que le milieu archéologique d'où elles proviennent. Alors ça, si vous voulez, c'est un premier point que nous allons affiner avec quelques autres monnaies qui n'étaient pas bien connues il y a peu, mais qui présentent une caractéristique essentielle, c'est d'être rattachable au type, au droit que je vous ai montré tout à l'heure, au point que 3 revers différents sont issus du même coin de droit. La première pièce, celle aux 3 glaives, 1, 2 et 3, dans la main de l'orige, qui court à l'inverse du sens de direction du cheval, ce qui est tout à fait étonnant. On retrouve quand même sur la droite, légèrement courbe, une trace de l'épi de blé du stataire d'Abydos, toujours cette communauté d'origine. Et cette pièce pèse 4 grammes, pratiquement 4 grammes 30. Hein, c'est bien, je ne comprends pas. Pratiquement 4 grammes 30. Les 2 autres monnaies sont à peu près de même poids et sont issues du même coin de droit. Ce n'est pas la même figuration, c'est le même coin qui a frappé ces 3 revers différents. Donc, ces 3 types sont associables à la même émission, et cette émission peut être portée à une date beaucoup plus haute que celle que nous avons indiquée. Alors, le premier type est à peu près unique, je crois qu'on en connaît 2 exemplaires, avec cette orige retournée qui est tout à fait stupéfiant, qui a déjà les 3 doigts de lougue qu'on voit très bien près des rennes, mais qui porte un glaive. Il y en a 3 glaives, c'est important, sur la même monnaie. La seconde, c'est celle du Lugus orige rapace, si je vois bien, n'est-ce pas? Et la troisième est celle dite au bateau, où l'orige, qui est déjà un peu humanisée, dirait-on, porte une barque gauloise avec une proue et une poupe décorées et un bordage qui porte également des motifs d'art celtique, ce qui est très important. Autrement dit, on peut dire que ces 3 types sont forcément de la même époque, puisqu'on en connaît plusieurs exemplaires qui sont issus du même coin de droit. C'est extrêmement important pour la datation. Nous passons à un deuxième type qui porte en lui-même, c'est un peu plus délicat comme question, une datation qui est pratiquement, à mon sens, qui est pratiquement certaine. C'est le premier type dit au chaudron, qui n'était guère connu,
encore qu'il appartient à une petite trouvaille qui s'appelle la trouvaille d'Illier-l'Évêque, en Haute-Normandie. Illier-l'Évêque, ce trésor a été décrit précisément dans l'ouvrage de Guillard et comportait une dizaine de monnaies qui, pratiquement toutes sauf une, qui n'avait pas pu être identifiée à cause d'un contact sur un très fort chauffage dont on ignore l'origine. Ces pièces avaient été détériorées. Les pièces qui accompagnaient cette monnaie au chaudron, hein, on voit les traces d'une surchauffe ici et deux petits cratères qui ont été causés par la surchauffe qui sont derrière le cheval et l'orige. Et cette pièce est puissamment importante puisqu'elle pèse 4,30 g, c'est-à-dire très exactement la moitié du poids du statère d'Abydos. Et cette monnaie avait été considérée par Guillard à l'époque, Guillard qui ne connaissait pas les séries que je vous ai montrées tout à l'heure, ni leur poids, avait été considérée dans la source commune de Ribemont, qu'il connaissait très bien puisqu'il avait participé aux fouilles. C'est la raison pour laquelle il avait remonté en gros d'un demi-siècle la datation de ces types, n'est-ce pas? Il l'avait considérée comme pratiquement contemporaine de la frappe des monnaies de Ribemont, parce qu'on n'en connaissait pas l'environnement. Bon, cet environnement est caractéristique puisqu'à ces 9 monnaies, ces 9 monnaies dont 4 étaient en fait des statères en or et en argent issus du type dit de l'atelier de Pella, qui était assez répandu dans l'Est et qui sont les premières imitations des monnaies macédoniennes, c'est-à-dire des plus anciennes. Ces 9 pièces étaient accompagnées de bijoux, fibules, une feuille d'or qui a été datée dont la confection était datée de la fin du IVe siècle, et plusieurs bijoux du IVe siècle. Et la pièce la plus ancienne qui a pu être identifiée était une obole de Marseille, la plus ancienne connue sur tous les sites du nord de la Gaule. C'est une monnaie de Marseille à la croix, et elle est datée assez précisément par Michel Py du IVe siècle, en raison des monnaies qu'il a trouvées en place sur le site de la Tara, n'est-ce pas? Donc, Guillard, bien involontairement, commet une erreur en précisant que le dépôt d'Illier-l'Évêque ne pouvait être que contemporain à la datation de cette monnaie, du statère au chaudron, qu'il avait ramené en quelque sorte à la moitié du IIIe siècle, c'est-à-dire à la date des monnaies de Ribemont. Et sur ce plan-là, il est bien évident que le trésor présente en fait une très belle unité. Elle est caractéristique par le chaudron dont on dira un mot tout à l'heure et qui est un des motifs spécifiquement gaulois. Nous avons un troisième type qui est important. Alors non, je voudrais vous montrer également. Pas là. Ah voilà la photo. Alors cette monnaie au chaudron initial que je date. Pardon. Oui, cette monnaie que je date du tout début du IIIe siècle, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les imitations de statères de Pella et que le petit matériel bijou qui datait du IVe siècle. Cette pièce a connu des dérivés. Et ces dérivés au chaudron, on les retrouve dans les monnaies de Ribemont, notamment de celle-là, émise vers moins 250. On voit bien le chaudron sous le cheval. L'orige tient le glaive à poignée humaine, androcéphale. Et on retrouve, bien cassé, déformé au droit, le motif initial apollinien, l'oré celui-là, et la pièce est bien entendu beaucoup plus légère que l'hémistatère du trésor d'Illier-l'Évêque. Nous terminerons ce bref exposé, il y en a bien d'autres, mais il faut bien s'arrêter un jour et ne prendre que les plus caractéristiques, à un autre type important qui est dit au loup attaquant. C'est un thème celtique qui a perduré, nous verrons comment. Parmi les statères de Ribemont, on le retrouve, il s'agit d'un hémistatère en or fourré, sans rappel, si ce n'est par une accolade horizontale. La légende Philippe
n'est que représenté par des petits motifs géométriques et n'existe plus. Mais il est apparu, et là j'ai commis personnellement une erreur en datant dans un article en 2001, je crois, dans la RN de 2001, j'avais précisé que cette deuxième pièce, c'est la figure 7, c'est la figure 7 du tableau des monnaies de Ribemont qu'on a vu tout à l'heure. J'avais précisé qu'il s'agissait d'un type tout à fait exceptionnel et initial, alors qu'il ne s'agit en fait que du dérivé. Et si on prend le véritable type qui fait partie du lot de monnaie lourde que je vous ai montré tout à l'heure, et où on voit très clairement le loup qui mord les antérieures du cheval, on retrouve l'épi de blé du stataire d'Abydos et parfaitement rendu le visage apollinien, le motif apollinien, plus ou moins loré, et la pièce est lourde puisqu'elle pèse plus de 4 grammes de mémoire, 4 grammes 14, cette pièce-là. Donc, très proche de la moitié du poids du stataire d'Abydos. Donc, en fait, cette monnaie que j'avais tenue pour type initial, n'était qu'une dérivée de la monnaie précédente qui rejoint les monnaies de la haute époque que nous avons décrites tout à l'heure. Alors maintenant, on pourrait trouver d'autres exemples. On va se tenir à cela et aborder plusieurs autres questions, celle qui est entraînée par une datation haute du groupe de Normandie, en exposant quelques conclusions et quelques hypothèses. Alors, ces exemples d'une datation haute ne sont pas limitatifs. L'étude approfondie d'autres types importants, le type à la lyre, on n'a pas le temps de la reprendre ici, aboutit au même constat typochronologique. De même, l'apparition des premiers hémistataires gaulois imités de statères macédoniens vers le tout début du IIIe siècle semble avérée. Et à l'évidence, un tel constat est riche d'enseignements. Alors, il faut bien comprendre qu'au tout début du IIIe siècle, le choix d'un étalon hémistataire différent, donc, puisqu'il ne s'agit que d'une division du statère initial adopté tour à tour par la plupart des peuples de la Gaule celtique, je dis bien de la Gaule celtique, n'est-ce pas, fut contemporain de l'étalon stataire par d'autres pays de cette celtique qui désiraient tour à tour adopter un système monétaire. Une telle initiative des peuples gaulois n'a pas été générale et s'est étalée dans le temps. Ainsi, l'imitation de l'unité stataire n'a pas fait florès chez les peuples de l'actuelle Normandie, qui ont préféré choisir l'hémistataire comme unité de compte, et cela dès l'origine. Dès l'origine, c'est un peu le but de ce travail. Quelle en fut la raison? On peut seulement conjecturer, et je pense que là encore, l'hypothèse de Pierre-Marie Guillard est la bonne. Il voit dans la frappe originale de ces hémistataires un objectif militaire. Il faut bien considérer qu'au début du IIIe siècle, le nord de la Gaule est soudain envahi par des populations gauloises dont certaines viennent d'outre-Rhin, qui parlent à peu près la même langue, et c'est prouvé sur le plan épigraphique maintenant, et qui conquièrent en quelque sorte ce qu'on appellera plus tard la quasi-totalité de la Gaule belgique. Certains peuples, comme les Rèmes, sont restés endémiques, mais d'autres proviennent de ces invasions qui furent progressives. Il est bien évident, quand on parle des invasions belges dans le nord de la Gaule, que ce n'est pas une invasion soudaine et déterminée en un laps de temps très court. Elle s'est étalée sur un siècle. C'est une sorte de guerre de 100 ans où on voit alterner des phases belliqueuses et des phases paisibles. Et dans ces phases paisibles, eh bien, on peut imaginer très facilement que les Belges s'installent géographiquement jusqu'à la rivière Brel, puisqu'ils n'ont pas réussi à envahir le pays des Calettes, pas plus que celui des Véliocas, qui sont restés bel et bien endémiques. Et les combats ont eu lieu probablement à la limite de cette rivière Brel, où vient s'accoler le site de Bois-l'Abbé, ça explique bien des choses. Et à l'époque, les occupants principaux, qui étaient les Éburovis ou leurs ancêtres, ont estimé devoir
créer un monnayage plus fluide que celui issu du statère, plus maniable et conforme en quelque sorte à l'attente d'un certain nombre de mercenaires qui étaient revenus au pays. Et l'origine militaire est d'autant plus probable que ces émistataires du groupe de Normandie sont littéralement marqués de signes militaires qu'on ne peut absolument pas négliger. Les glaives à la garde anthropomorphe, on en a vu jusqu'à 3 tout à l'heure, je vous ai montré, sur la même pièce. Les autres pièces d'armement sont très nettes. Lance jusqu'à 3 sur un même revers calette, et qui pourtant est relativement tardif, ce qui prouve bien que les hostilités se sont prolongées pendant très longtemps. Ces calettes qui appartiennent bel et bien au groupe de Normandie. Sa fonction géographique est beaucoup plus large que celle qui était initialement considérée. On trouve des arcs en exergue avec la flèche engagée. On trouve des statères au maillet, des statères aux haches qui ont été publiés en leur temps. Et les statères au maillet ont été trouvés à l'ouest de Nantes, dans une zone qui n'était pas encore la Seine-Maritime. C'est l'extrémité de la vallée sud de la Seine, très exactement. Ce qui fait qu'à part le groupe de Normandie en contact direct avec l'envahisseur belge, il semble qu'aucun autre peuple de la Gaule celtique ait adopté ab initio l'hémistataire de préférence au statère en tant qu'étalon monétaire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette adoption était simultanée. Tandis que les uns adoptaient un monnayage issu directement du statère, les autres ont pris comme étalon le statère, l'hémistataire, mais à la même époque, c'est-à-dire au tout début du IIIe siècle. Alors par ailleurs, un fait insolite, et ça c'est une de nos approches que nous avons réalisées, Pierre et moi-même, sur la plupart des nouvelles monnaies qui sont venues entre nos mains, et les monnaies lourdes que je vous ai montrées tout à l'heure, un fait insolite doit être évoqué. Il n'est pas, j'admettrai très bien qu'il entraîne certains désaccords, mais moi personnellement, je me borne à exposer un constat. Donc, il est admis par une doctrine traditionnelle qu'en numismatique gauloise, les thèmes iconographiques initiaux sont classiques et tendent à se celtiser au cours d'émissions successives. Et ça, c'est une théorie qui règne encore à l'heure actuelle et qui avait été précisément exposée dans un bouquin de 1994 qui s'appelait L'or gaulois, sous les auspices de messieurs Barandon et Aubin, que je vais me permettre de citer. Les imitations de Philippe dites de la première génération sont des copies plus ou moins habiles des statères macédoniens de Philippe II. Il faut attendre les émissions plus tardives dites de la deuxième génération, qui n'est pas datée, pour constater, j'ouvre les guillemets, que le style classique des imitations précoces est remplacé par un rendu celtique où le réalisme disparaît petit à petit. Eh bien, l'étude des hémistataires du groupe de Normandie établissent exactement le contraire. En fait, les monnaies les plus anciennes exposent des thèmes nouveaux et rigoureusement celtiques. On revient au tableau qu'on vous avait montré tout à l'heure, et c'est petit à petit, dans les évolutions iconographiques de ces revers, qui vont jusqu'aux trouvailles de Ribemont-sur-Ancre, qu'on voit des motifs qui tendent à se classiser d'une façon assez nette. Par exemple, si je prends la monnaie au Logus Aurige, qui est tout à fait caractéristique et qui compte parmi les plus anciennes, eh bien, on voit que ces dérivés, petit à petit, évoluent vers un aurige à représentation tout à fait humaine, et même complètement humaine dans la monnaie intermédiaire que je vous ai montré tout à l'heure, où subsiste quand même le glaive celtique. Alors, examinons les statères lourds en bonne aloi, vraisemblablement en or natif, issus d'émissions qui s'inscrivent dans le premier tiers du troisième et qui offrent des figurations de style celtique qui évolueront par la suite vers ce réalisme classique, où se reproduiront jusqu'à l'identique, jusqu'à l'Athènes finale. Alors, quand nous prenons ces pièces qui sont là, nous avons à l'origine cette monnaie aux 3 glaives qui pèse, là je vous donne le poids exact parce que je l'ai marqué, qui pèse 4,20 g, mais dont l'or est présent
au taux de pratiquement 95%. 95% d'or fin, d'or natif. Les deux autres pièces qui sont de même coin de droit, c'est-à-dire qui ont été frappées à la même époque, pèsent à peu près le même poids, un petit peu moins, mais sont toutes les trois supérieures à 92% d'or natif. C'est extrêmement caractéristique. En fait, ce sont les monnaies les plus anciennes qui exposent les thèmes les plus celtiques qui seront classisés par la suite, ou que, si on veut, romaniser ou glisser par la suite, n'est-ce pas? Vous avez le type au loup attaquant. On va peut-être le donner tout de suite. Qui est également très lourd et dont la teneur en or est supérieure à 82%. Là, on a sa dérivée que je vous ai montré tout à l'heure, qui vient des fouilles de Riedmont, que j'avais pris, moi, pour une monnaie initiale. Alors, ça n'est qu'une dérivée de la première. Ce thème au loup attaquant, là encore, est spécifiquement celtique. Je crois, à moins que je me trompe, ne pas connaître d'origine dans la numismatique grecque, où on trouve vraiment cet animal féroce attaquant l'antérieur du cheval. Et c'est un motif d'ailleurs auquel les Gaulois tiennent beaucoup, parce qu'il est assez remarquable de trouver que ce type au loup attaquant perdure jusqu'à la guerre des Gaules, dans des séries qui sont rattachables au groupe de Normandie, qui sont dérivés des hémistataires du groupe de Normandie, qui sont encore des hémistataires et qui circulent à l'extrême ouest de la vallée de la Seine pendant la guerre des Gaules. Ce sont ces types au loup attaquant où l'or est de très basse qualité, qui sont assez faibles de poids et qui en définitive ne sont pas rares. Ce type va perdurer pratiquement jusqu'aux années moins 50, n'est-ce pas? Alors, nous avons à nouveau le type au chaudron sur lequel je pense qu'il faut revenir tellement il est important. On n'a pas beaucoup de jalons de datation, il faut utiliser ce qu'on a et les utiliser à fond. L'exemplaire donc du trésor d'Illiers est à mon sens le plus ancien trouvé dans la vallée de la Seine, mais le chaudron est l'élément symbolique le plus important de tout le revers, qui n'est qu'une copie sur l'hémistataire du type initial grec. Mais le chaudron, lui, est tout à fait visible avec ses deux anses préhensibles et il est tout à fait nouveau venu. Il est suivi de types dérivés jusqu'au IIe siècle et sera même imité au revers d'un statère tardif émis par un peuple de la basse vallée de la Loire. N'est-ce pas? C'est donc un thème spécifique auquel les Gaulois tiennent beaucoup et dont il convient de rappeler que le chaudron est pour eux un objet mythique, peut-être sacré, qui remonte à la plus haute antiquité celtique, tel le cratère de Vix, qui n'est qu'un chaudron gigantesque, mais un chaudron quand même qui est datable de l'époque LTC1, c'est-à-dire de environ 500 avant Jésus-Christ, à la fin de la période de Hallstatt, et se prolonge dans le temps jusqu'à l'Athènes finale, ce dont le chaudron de Gundestrup fournit un bon exemple. On va de moins 500 au 1er siècle avant, Vix, Gundestrup, avec la même représentation d'un chaudron mythique qui porte une foule de motifs et d'évocations qui ont fait couler des flots d'encre d'ailleurs. Lors du 17e congrès international d'études celtiques tenu à Utrecht en 2023, l'éminent celtisant Gareth Olmsted avait traité des représentations mythologiques sur les monnaies d'une part et sur les chaudrons d'autre part, mais sans évoquer la représentation des chaudrons sur les monnaies elles-mêmes, et ça, les hémistataires du groupe de Normandie nous en donnent une bonne occasion. Je terminerai en évoquant tout de même un autre type qui est important, qui est intéressant, qui est précis. C'est le type dit au monstre marin, que voilà. Vous voyez au revers, le droit reste intangible. Le revers, vous voyez un véritable monstre marin qui est peut-être une figuration de lougue, en dépit de la queue de poisson. Et vous avez un autre monstre marin sous le cheval. Dans le classement qu'avait proposé Guillard, nous avons fait par la suite un article sur la question, ce serait la classe la plus ancienne, la plus lourde,
et qui est en or apparemment très pur. Mais la classe 2, qui est plus récente et plus légère et qui se trouve en dessous, offre un aurige qui n'est plus monstrueux, mais qui est déjà en moitié humanisé. Il ne reste plus que la queue de poisson. Mais le haut de la tête de l'aurige, on voit les cheveux, on voit le nez, on voit le profil, alors que le deuxième monstre, celui qui est sous le cheval, lui est resté intangible. Donc, la pièce était plus... La monnaie initiale était plus celtisée que les classes qui ont suivi. Et la troisième classe, qui n'est pas ici représentée, est un quart de stataire qui est léger et qui est tardif, où l'aurige est complètement humanisé, de la tête aux pieds, pourrait-on dire, et il n'est pas reproduit ici. Et c'est ce dont on avait fait la classe 3 de l'hémistateur au monstre marin. Voilà, alors j'en ai terminé pour l'étude de l'hémistataire du groupe de Normandie et de sa datation, mais je crois qu'il est utile d'en aborder certaines conséquences, dont une me paraît d'autant plus importante qu'elle n'a pas été clairement, à ma connaissance, évoquée par les auteurs. En 1977, Simon Skers consacrait dans son traité une place importante aux séries de l'unité de l'hémistataire issues des premières émissions monétaires en Gaule-Belgique. Elle nous donne, comme l'avait fait Colbert de Beaulieu, les prototypes qui sont tarentins, qui sont italiques, des premières monnaies belges, où on trouve effectivement la tête des rats avec le stéphanet qui est parfaitement visible et qui demeurera d'ailleurs jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la guerre des Gaules. On trouve encore c'est devenu des stataires stylisés avec le stéphanet visible, mais derrière, vous avez l'évocation des dioscures qui sont représentés. Vous avez les deux dioscures sur les deux chevaux qui sont très reconnaissables. Mais dans le même temps, et presque tout de suite après, vous avez une monnaie belge équivalente au droit, mais curieusement, le revers est devenu celui des hémistataires du groupe de Normandie. C'est-à-dire qu'on retrouve le revers de la monnaie d'Abydos assez précis, avec le cheval, l'aurige, la ligne de terre et Philippe en dessous. C'est tout à fait particulier. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que ce type a été accompagné de plusieurs autres types initiaux tarentins, comme celui et la tête de Zeus, que les Belges ont adapté. Pourquoi on ne le sait pas, quand on ne le sait pas. On sait quand même, les auteurs nous disent, nous confirment qu'il n'y a pas eu d'accord particulier d'ordre commercial ni de contact entre les Belges nouveaux arrivants et les peuples, les cités de l'Italie du Sud, mais il semble que sous l'influence de monnayeurs peut-être méditerranéens, les Belges ont adopté au départ des types tarentins ou des types sud-italiques. Mais très rapidement, pour ce type-là, on voit qu'il s'est immédiatement classisé en adoptant le type d'Abydos. Et alors, un autre exemple sur la parenté des types est fourni par la tête barbue de Zeus, où on constate qu'un stataire d'Italie du Sud, sud-italique, représente un tête de Zeus barbu, on voit très bien la barbe en bas du visage, mais qui est repris sur cette monnaie qui, elle, appartient au groupe de Normandie et qui a été trouvée au nord de la vallée de la Seine avec d'autres monnaies, et bien sûr le revers imité du stataire d'Abydos et qui rentre dans le cadre du type au loup attaquant. On retrouve le loup attaquant. À l'origine, la monnaie d'origine grecque offrait un volatile peu sympathique d'ailleurs d'aspect qu'on trouve sous le cheval, on le voit assez distinctement. Enfin, je crois l'entrevoir. Oui, d'ici, c'est ça. On voit un oiseau à long bec qui est remplacé par le thème celtique du loup attaquant, mais au droit, on a une réplique assez fidèle d'ailleurs de la tête du Zeus barbu. Et ça, c'est assez important. Sur les parentés du monnayage belge et des hémistateurs du groupe de Normandie, on peut rappeler tout de même que nous disposons d'un contexte
d'un contexte archéologique précis, avec la fouille du site de Thésy, où un hémistataire relié au type d'Agondange, dit à la fleur, dans le monnayage belge, qui ressemble à s'y tromper au type d'Herminal Lévaux, a été trouvé en stratigraphie dans un niveau précisément daté de la fin du IIIe siècle. Là, on a encore un jalon chronologique qui est assez précis. Alors, Simonsker s'interrogeait précisément d'ailleurs sur la raison pour laquelle les Belges, ambiani ou proto-ambiani, tendaient à se différencier du reste de la Gaule, qui était censé avoir copié dès l'origine les stataires belges, les talons stataires. C'était faire peu de cas du groupe de Normandie, dont le choix de l'étalon hémistataire pouvait s'expliquer pour des raisons probablement limitées, militaires, liées à l'invasion de leur territoire par les Belges transrhénans. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans les phases paisibles, ces braves Belges s'installaient sur les terres de l'ancien nord de la Celtique. Ils avaient des contacts en phase paisible, ils parlaient pratiquement la même langue, c'est prouvé par l'épigraphie, ils commerçaient avec eux et ils ont tout simplement adopté l'étalon hémistataire qui régnait en groupe de Normandie pour fixer la base de leur propre monnayage, mais qui évoluera différemment. Il est en effet assez remarquable de constater que les Belges ont gardé les talons stataires jusqu'à la fin du IIIe siècle, mais au début du IIe siècle, ils ont rallié pour des raisons que nous ne connaissons pas, qui sont probablement liées à la fin complète de l'invasion. Ils ont rallié tous les pays de la Celtique qui avaient adopté les talons stataires, et on voit se répandre dans le futur Belgium de César et dans le nord de la Gaule belgique, le fameux stataire à flanc large, qui était mis jusque dans l'est, dans le sud-est de l'île de Bretagne. C'est un monnayage considérable qui n'est pas, comme on le pense, purement ambiani ou purement quelque chose. C'est un monnayage général qui a été adopté par les peuples belges, dans tout l'ouest de Belgique au moins, et c'est un retour en quelque sorte à l'étalon stataire qui avait été adopté par les pays autres que le groupe de Normandie. Alors au final, comment peut-on conclure? L'affiliation du monnayage belge au IIIe siècle me paraît à l'évidence découler de l'existence du monnayage du groupe de Normandie fondé sur l'hémistataire. Et c'est seulement un siècle après que les Belges ont rallié l'ensemble des peuples gaulois qui avaient adopté, dès l'origine d'ailleurs, les talons stataires. Mais quant au groupe de Normandie, comme je vous le disais à propos d'une certaine série tout à l'heure, il faut noter que jusqu'à la guerre des Gaules, l'étalon hémistataire est resté en libre cours. Et l'étalon stataire n'a pas du tout prédominé, au contraire, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas. Et encore une fois, Guillard insistait beaucoup sur l'inexistence de types monétaires autres que ceux de l'hémistataire sur toute la vallée de la Seine, et assez précisément. N'est-ce pas? Pratiquement jusqu'à la conquête des Gaules, on voit les pays qui faisaient corps avec l'ensemble de l'hémistataire, avec ce méga contexte de l'hémistataire, eh bien, on voit des séries monétaires infectes en Bazor, quelquefois même en Billon, mais qui sont frappées sur le modèle de l'hémistataire, avec certains des motifs, comme celui du loup attaquant que nous avons décrit tout à l'heure. Voilà, je pense, ce qu'on pouvait dire pour essayer d'étayer, cette fois d'une façon solide, d'une façon complète, le point de départ du monnayage d'une certaine partie de la Gaule, qui est d'autant plus certaine qu'elle avait entraîné quand même, pendant au moins une durée d'un siècle, le monnayage de toute la partie du nord de la Gaule, qui sera plus tard la Gaule celtique. La Gaule belgique, pardon. La Gaule belgique. Voilà, je pense que nous pouvions dire en l'état actuel de nos connaissances.